Presque une personne sur trois a plus de 60 ans aujourd'hui en France. Un chiffre en constante augmentation qui est le résultat notamment du baby-boom de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la hausse de la qualité de vie. Population fragile et parfois esseulée, nous vous proposons un tour d'horizon des droits des personnes âgées pour se prendre en main et éviter les mauvaises surprises. Je tiens à préciser, préalablement à tout autre développement, qu'il n'y a pas de droit spécifique à la personne âgée, il n'y a pas de statut juridique de la personne âgée. Effectivement, certaines dispositions, mais très particulières, peuvent être destinées à la personne âgée, comme par exemple des prestations, mais dans son ensemble, il n'y a pas de statut de la personne âgée. Alors cela peut surprendre, ça peut interpeller, mais ça se justifie par le fait qu'en droit, à partir du moment où on est majeur, il y a une seule catégorie de personnes dotées des mêmes droits, qui dans certaines circonstances sont adaptables, mais il y a une seule catégorie de personnes, et placer certains individus en dehors de cette catégorie unitaire, ce serait la discriminer. Et en droit, toutes les discriminations sont susceptibles d'être poursuivies, réprimées, censurées, etc. Pas de droit spécifique donc pour les personnes âgées, mais des dispositions et mesures adaptées et plus favorables à nos aînés pour gérer au mieux leur quotidien et leur vie. Vous pouvez d'abord, lorsque vous êtes parfaitement lucide et à n'importe quel âge, choisir votre futur tuteur ou curateur pour le jour où vous n'aurez plus les aptitudes nécessaires pour décider vos traitements médicaux, le lieu où vous allez vivre, la gestion de vos biens. Vous pouvez aussi décider, alors ça existe depuis assez longtemps, mais vous pouvez aussi décider de choisir un mandataire de protection future, c'est-à-dire une personne qui prendra le relais sans qu'il n'y ait de décision judiciaire, le jour où, là aussi, vous ne serez plus à même de décider pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours ou dans des cas un peu plus exceptionnels. Lorsque l'on s'installe en couple, le choix du type de couple, mariage, pax, concubinage, ou à l'intérieur de ces types de couples, les dispositions que vous pouvez prendre, comme par exemple faire un contrat de mariage, c'est déjà une réflexion sur l'avenir. Des mesures anticipées qui peuvent vous éviter bien des surprises. D'autres dispositions existent pour éviter de compliquer votre vie, mais aussi celle de vos enfants. Vous pensez que vous n'avez pas assez de revenus pour terminer vos jours. Vous n'avez pas d'enfants, vous avez des enfants mais vous voulez les épargner, ne pas les solliciter. Vous vendez votre bien en viager. Ce qui signifie que vous allez vivre avec ce complément qui sera le viager, avec un inconvénient, c'est que vos enfants n'hériteront pas de ce bien puisque vous l'aurez vendu. Alors ça, nous avons fait quelques tests auprès de nos étudiants et on leur a demandé comment ils ressentaient cette perte d'héritage en quelque sorte. Alors il y a une dizaine d'années, les réactions étaient un peu violentes. Et puis au fur et à mesure que cette idée est venue, que cela les dispensait de cette aide alimentaire, que ça permettait à leurs parents de s'assumer sans rien demander, que ça respectait la dignité de leurs parents, eh bien on voit de plus en plus d'étudiants qui trouvent que finalement c'est peut-être une bonne solution. Alors pour rapprocher le prêt viager hypothécaire du viager, c'est une technique nouvelle, je dois l'avouer, qui marche mal. Je pourrais vous dire pourquoi elle marche mal. Cela consiste à solliciter un prêt. Vous sollicitez un prêt, mais la banque va vous demander une garantie, c'est-à-dire une hypothèque. Et cette hypothèque, elle va la prendre sur un de vos immeubles, très souvent c'est sur votre logement. Vous restez dans les lieux, donc pas de changement de cadre de vie. Vous restez dans les lieux, vous touchez votre prêt qui vous permet d'arrondir vos fins de mois, de faire des voyages, d'aménager, notamment, ça c'est très intéressant, votre logement pour y rester le plus longtemps possible, parce que les rampes d'accès ou autre chose, ça coûte cher. Et quand vous décédez, vous n'aurez rien remboursé de votre prêt, la banque va s'adresser à vos héritiers, elle va lui dire, vous remboursez le prêt, ou bien vous ne le remboursez pas. À ce moment-là, vous ne récupérez pas l'immeuble, vous n'héritez pas de l'immeuble, nous on le fait vendre et on se paye sur le prix.
Alors simplement, ça ne marche pas bien parce que les banques ont trouvé cette opération relativement risquée, donc elles ne prêtent qu'un peu plus d'un tiers de la valeur du bien hypothéqué, et les gens ressentent ça de manière assez... ils ont l'impression de se faire avoir, d'une part, et puis de l'autre part, il y a toujours cette hésitation, nos enfants devront rembourser à notre place ou ils perdront le bien. Voilà. Certaines mesures devraient être retravaillées pour coller un peu plus avec la réalité du terrain. En attendant, d'autres dispositions existent, mais il est vrai, faut-il encore le savoir? L'obligation alimentaire, elle lie des personnes de la famille proche, c'est-à-dire que les parents peuvent demander une aide à leurs enfants, mais les enfants, même majeurs, s'ils sont dans le besoin, peuvent demander une aide à leurs parents, à leurs grands-parents. Il n'y a pas de limitation de degré. En revanche, cette obligation alimentaire, elle n'existe pas entre frères et sœurs. Donc c'est dans la ligne ascendante-descendante. Et ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est une génération qui est sollicitée par ses propres enfants qui continuent des études et qui est sollicitée par ses parents qui eux-mêmes ont des difficultés parce que les retraites ne sont pas suffisantes, parce que notamment les personnes qui sont en établissement parce qu'elles sont atteintes d'Alzheimer, c'est des soins qui coûtent cher et la génération intermédiaire est sollicitée par deux générations. Lorsque l'on ne parvient pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, enfin là il y a quand même des moyens coercitifs, ou qu'ils ne peuvent pas aider leurs parents, cette solidarité familiale, elle est remplacée par la solidarité nationale, c'est-à-dire un certain nombre d'aides, une prise en charge par l'État. Mais le problème, c'est que cette prise en charge est subsidiaire. Et quand la personne va décéder, l'État va vérifier, et là c'est les conseils généraux, va vérifier si la personne décédée a du patrimoine. Et avant que le patrimoine ne soit dévolu à ses enfants, il va y avoir une récupération de ces aides sociales. Et cette récupération, elle se fait sur la succession elle-même, mais elle peut se faire sur des donations qui ont été réalisées jusqu'à 10 ans avant. Il est également possible de prévoir d'avance l'organisation et le paiement de vos obsèques afin d'éviter que cela incombe à vos enfants. D'autres directives peuvent être également écrites, applicables dans le cadre médical. Vous avez par exemple la désignation d'une personne de confiance. Alors là, toujours la même chose, ce n'est pas spécifique à la personne âgée. Vous subissez n'importe quel type d'opération, on va vous demander de désigner une personne de confiance qui prendra les décisions si vous n'êtes pas lucide pour les prendre. Et puis il y a également les directives anticipées. C'est un document que vous gardez chez vous, ou pour être utile, vous laissez chez votre médecin traitant, et vous lui donnez des consignes sur ce que vous souhaitez comme traitement, et notamment comme traitement en fin de vie. C'est-à-dire si vous voulez vivre envers et contre tout, ou si vous êtes hostile à des soins inutiles ou qui vous aideraient peu finalement. Si vous souhaitez des soins palliatifs, vous pouvez affirmer votre hostilité à l'acharnement thérapeutique. Voilà ce que vous pouvez laisser, mais les médecins ne sont pas tenus par ces directives anticipées. Mais en général, pour eux, c'est un élément important. Finalement, même si aucun droit spécifique n'existe pour les personnes âgées, tout a été adapté pour que la fin de vie se passe dans les meilleures conditions possibles. Et si vous ne vous sentez pas concerné par ces mesures d'anticipation, rien ne vous y oblige. Si on veut, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que la loi a tout prévu si vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que vos biens, si vous n'avez pas fait de testament, la loi prévoit que ces biens vont à vos héritiers, et ces héritiers, ce sont des personnes que la loi choisit en présumant de vos affections. C'est-à-dire que vos biens vont à votre conjoint, si vous êtes toujours marié, c'est devenu une personne privilégiée, et puis à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pas de conjoint, ça revient à vos parents, vos frères et sœurs. Vous voyez, on s'éloigne par degré de parenté. Donc là, si vous n'avez pas de besoin, de désir particulier, il n'y a rien à faire. Hein. Vos obsèques,
Si vous ne les prévoyez pas, c'est vos enfants qui vous sont chargés. Votre avenir financier, si vous ne prévoyez rien, vous êtes à la charge de vos enfants. Ou si vous n'avez pas d'enfants, ou que vos enfants n'ont pas de ressources, vous êtes à la charge de la société. Donc finalement, on peut se contenter du minimum. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que le droit, et puis aussi une nouvelle façon de penser, nous laisse penser qu'on peut anticiper et se prendre en main. Et le droit le permet. Alors certains critiquent en disant on a aussi le droit de se laisser aller. Alors ça, c'est pas juridique. Et ça, je ne peux pas trancher. Moi, par caractère, je dirais on se prend en main, on organise un peu. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.